Bonjour à tous. On va faire un petit panorama aujourd'hui des différents types de la protection sociale des fonctionnaires, uniquement des fonctionnaires. On va voir les congés pour raison de santé, puisque maintenant ça s'appelle comme ça depuis l'ordonnance santé-famille de novembre 2020. Donc le congé ordinaire de maladie, le congé de longue maladie, avec les conditions, la durée et la rémunération, le congé de longue durée, l'articulation entre les deux. Alors, on attend, et j'en parlerai, un décret qui va venir un petit peu modifier les modalités de fonctionnement, mais pour l'instant, il n'est pas encore il n'est pas, bien sûr, publié, il n'est pas non plus en préparation. Donc, je ne sais pas trop ce que ça dira, mais je vais quand même vous indiquer ce qu'il y a de prévu dans l'ordonnance santé-famille pour ce décret. Les principes du CITIS, les principes, hein, après, si vous les creusez, on a mis des webinaires autres en ligne qui commencent à dater, mais qui ne sont pas obsolètes sur le CITIS. Les principes des congés liés aux enfants. L'objectif, hein, c'est de connaître les différents types de congés des fonctionnaires. Et puis, la protection sociale des complémentaires des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public, puisque vous en avez très certainement entendu parler, il va falloir bien travailler là-dessus pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2026, sauf s'il y a changement. Alors, avant de commencer ça, quelques éléments sur les stagiaires. Alors, quels sont les droits à congé des fonctionnaires stagiaires? On est bien d'accord que le fonctionnaire stagiaire est dans une période transitoire et probatoire qui n'est pas une période qui n'est pas encore une période où il est complètement titulaire. Au demeurant, il a quand même des droits à protection sociale qui sont celles du fonctionnaire, avec une petite différence. Donc, le tableau que je vais faire s'applique aussi en grande partie pour les fonctionnaires titulaires. Donc, on va avoir en termes de congé pour raison de santé, le congé maladie, 1 an, 3 mois à plein, 9 mois à demi-traitement, le congé de longue maladie, 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement, congé de longue durée. Donc, je vais revenir sur les fonctionnaires titulaires sur ces différents dispositifs. Donc, c'est la même chose. Le CITIS également, et le congé maladie imputable lorsque l'agent a eu une blessure en ayant un acte de dévouement ou en mettant sa vie en danger pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Donc, CMO imputable et CLM imputable. Donc, le congé maladie, longue durée. Et puis ensuite, le congé sans traitement qui se rapproche du congé de la disponibilité d'office pour raison de santé qui va entraîner l'application, comme pour le fonctionnaire titulaire en dispo pour raison de santé, de l'application de la coordination avec le régime général, c'est-à-dire que l'employeur va verser les prestations dues au titre du régime général. Donc ça, c'est quand il est en activité. Maintenant, que se passe-t-il en termes de suivi lorsque mon agent est licencié pour inaptitude physique? Donc, on a une, une réglementation qui est assez bien encadrée et qui est essentielle, mais qui est assez peu appliquée, malheureusement. Donc déjà, quand est-ce que je peux licencier un fonctionnaire stagiaire? Tout dépend. Déjà, je vais pouvoir le licencier après avis du conseil médical en formation plénière. C'est vrai que le texte n'est pas tout à fait clair sur ce plan-là. Il parle encore de commission de réforme, le décret euh, de 97. Bon, c'est pas grave, il suffit de traduire ça en langage récent. Donc, mon agent, il a un CMO, CLM, CLD. Après avis du conseil médical, si on y reviendra, il est arrivé à l'épuisement des droits, il reprend, ou sans avis du conseil médical, il peut reprendre. Si jamais, après avis du conseil médical et épuisement des droits, il est inapte temporairement à ses fonctions, je vais pouvoir le mettre en congé non rémunéré, qui est l'équivalent de la disponibilité
pour raison de santé du fonctionnaire, d'une durée d'1 an, renouvelable 2 voire 3 fois. Donc, on est exactement sur le même fonctionnement que celui de la disponibilité d'office pour raison de santé du fonctionnaire titulaire, avec, en termes de rémunération, les mêmes droits, c'est-à-dire la coordination avec le régime général, le versement lorsque mon agent a eu un congé maladie inférieur à 3 ans, éventuellement d'une indemnité de coordination, après avis du médecin conseil de la sécurité sociale. Et si mon agent est atteint d'une invalidité temporaire, après avis du médecin conseil de la sécurité sociale, là encore, le versement d'une allocation d'invalidité temporaire. Alors, AIT, ne pas confondre avec ATI. Je sais qu'on n'est pas forcément sympa avec vous, mais l'AIT, c'est l'équivalent de la pension d'invalidité du régime général, l'allocation d'invalidité temporaire, c'est l'invalidité qui est temporaire, alors que l'ATI, c'est l'allocation temporaire d'invalidité, c'est ce qui va être versé aux fonctionnaires en réparation des conséquences d'un accident ou d'une maladie contractée en service. Donc, à AIT, ATI, là, ici, pendant un congé non rémunéré, mon agent a le droit soit à une indemnité de coordination s'il a eu moins de 3 ans de congé rémunéré, donc après un CMO, après un CLM, il n'y a plus le droit. Par contre, s'il est en état d'invalidité temporaire, il peut bénéficier d'une pension d'invalidité du régime général versée par l'employeur, après avis du médecin conseil de la sécurité sociale, dans les conditions du régime général et sous le contrôle du judiciaire d'ailleurs. Un contentieux sur le versement d'une AIT ne va pas devant le juge administratif, mais relève de la compétence du juge judiciaire. Ça, c'est quand il est en activité. Maintenant, si d'aventure mon agent est inapte, soit après un congé non rémunéré, et après avis du conseil médical en formation plénière, j'ai traduit directement le décret pour mettre conseil médical en formation plénière, soit parce qu'il ne peut pas reprendre ses fonctions, il est inapte de manière définitive à ses fonctions, à l'épuisement de ses droits à congé maladie, l'aménagement et la nouvelle affectation sont impossibles, l'agent est inapte aux emplois de son grade, je le licencie pour inaptitude physique, ou alors s'il est directement inapte à ses fonctions, là aussi je vais le licencier après avis du conseil médical en formation plénière, et pas nécessairement l'avis de la CAP. La CAP n'est pas nécessairement saisie, alors que du coup, ce qui est drôle, c'est qu'elle l'est pour le fonctionnaire titulaire maintenant. Un radiation des cadres pour invalidité à l'issue de congé maladie, avec la dernière réforme sur les CAP, passe en avis en commission administrative paritaire. Donc, mon agent, je le licencie. Si jamais c'est un CITIS, mon agent, je ne peux le licencier qu'après 5 ans de CITIS, soit qu'à l'issue de son CITIS, il est inapte temporairement ou définitivement à ses fonctions. Ce n'est pas grave, là, 5 ans de CITIS, ça s'arrête. Soit que il est inapte, son état est stabilisé, que je n'arrive pas à aménager et à trouver une nouvelle affectation. Donc là encore, je vais le licencier. Alors, bien entendu, on peut se poser la question du reclassement. Est-ce qu'un fonctionnaire stagiaire inapte on doit avoir une tentative de reclassement avant de pouvoir prononcer son licenciement? Eh bien non, pour le Conseil d'État. Alors attention, on a différentes jurisprudences plus anciennes de cours administratifs d'appel qui faisaient la différence entre l'inaptitude qui est liée à un accident et une autre qui est imputable au service et une qui n'est pas imputable au service. Eh bien, là, la question ne se pose plus. Le Conseil d'État a tranché. Le principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire pas un droit à être reclassé dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude définitive. Donc, il n'y a pas de tentative de reclassement d'un fonctionnaire stagiaire qui serait inapte à ses fonctions. Alors, une fois que mon agent est licencié, est-ce que, par rapport à une des questions qui a été posée, est-ce qu'il peut bénéficier de l'AIT ou de quelque chose? Alors, de l'AIT, non, mais de la pension d'invalidité, oui. En fait, le fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique va retomber dans le régime général de la sécurité sociale et c'est un régime dans lequel il n'a pas cotisé. Donc, dans la mesure où il n'a pas cotisé, la caisse de sécurité sociale ne va pas lui verser de prestations. Par contre, dans la mesure où il a été affilié
même sans cotisation, mais de facto chez l'employeur public, c'est l'employeur public qui, dans le cadre du maintien de droit, va devoir verser les prestations dues dans les conditions du régime général. Ce qui fait que mon fonctionnaire stagiaire licencié a le droit soit à une pension d'invalidité dans les conditions du régime général, avec appréciation par le médecin conseil et sous le contrôle du juge judiciaire de la pension d'invalidité du régime général. Donc, il y a des conditions d'affiliation et des conditions de rémunération, mais que de facto, mon agent stagiaire remplit. Il y a une condition d'âge. L'agent, l'assuré doit être âgé de moins de 62 ans et potentiellement, même si le texte n'a pas encore été modifié, de moins de 64 ans, avec la réforme des retraites. Donc, l'agent qui remplit ces conditions-là peut bénéficier d'une pension d'invalidité après avis du médecin conseil qui va vérifier s'il y a une perte de gain d'au moins de 2/3 de la capacité de gain de l'agent. Le médecin conseil va vérifier et donc l'agent, le fonctionnaire licencié, après avis du médecin conseil, pour une inaptitude non imputable, va pouvoir bénéficier non pas d'une AIT, mais d'une pension d'invalidité du régime général qui est décidée par l'employeur à l'initiative soit de l'agent, soit de l'employeur d'office, après donc avis du médecin conseil, et donc sur décision de l'employeur. Par ailleurs, l'agent va pouvoir contester, ou le contrôle se fait donc, comme je le disais, devant le juge judiciaire, puisque on est dans une condition d'application des dispositions du régime général de la sécurité sociale. Et donc, dans ce cas-là, c'est le judiciaire qui est compétent, CF, tribunal des conflits du 20 février 2008. Donc, l'agent n'a pas le droit à une indemnité, mais il a le droit à une pension d'invalidité du fonctionnaire stagiaire, enfin, de l'assuré du régime général, que l'employeur va verser au fonctionnaire stagiaire, qui va verser, donc si je fais un petit schéma récapitulatif, j'ai un agent qui fait une demande ou l'agent qui informe le médecin conseil, qui va convoquer, on va l'appeler maintenant plus agent, puisqu'il ne l'est plus, il est licencié, mais qui va convoquer l'assuré. Le médecin conseil va donner un avis favorable et classer l'assuré dans une des 3 catégories. Et l'employeur va pouvoir prendre une décision d'octroi ou de refus de la pension d'invalidité du régime général. Et en cas de refus, il y a un éventuel contentieux devant le juge judiciaire. Le silence pendant 2 mois après avis du médecin conseil valant refus ou renvoi à contentieux. Alors, bon, il ne faut pas refuser, bien sûr, s'il remplit les conditions. Alors, combien? C'est combien cette pension? Ça dépend de la catégorie d'invalidité. Donc, la petite spécificité, c'est que l'employeur va tenir compte du dernier traitement annuel d'activité. Le texte me dit juste le traitement annuel. Simplement, il y a une circulaire qui a ajouté l'indemnité de résidence et le SFT, même si dans la réglementation, ce n'est pas prévu. Donc, dans les faits, souvent, c'est ça qu'on va prendre en compte. Et donc, le montant, c'est en fonction de la catégorie de l'agent tel qu'il est identifié par le médecin conseil, première, deuxième ou troisième catégorie, la personne va pouvoir bénéficier de 30% du traitement, de son traitement annuel plus le SFT, 50% si c'est la deuxième catégorie, et puis la deuxième catégorie plus une tierce personne s'il a besoin d'une tierce personne, avec un minimum pour la première et deuxième catégorie qui est de 311 €, et pour la troisième catégorie qui est 1192 €, et un maximum qui est lié au plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, 1099, 1833, 1192, et qui évolue en fonction du plafond de la sécurité sociale, qui a pas mal évolué, qui va sûrement continuer à évoluer cette année. Alors ça, c'est le montant de la pension. Cette pension, elle va être versée mensuellement par l'employeur jusqu'à ce que mon agent
soit son état de santé s'améliore, soit il ne remplit plus les conditions, et en tout état de cause, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. Donc, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, donc si jamais il atteint l'âge de la retraite et qu'il n'a pas d'activité, ça s'arrête. Et si jamais il a une activité salariée, on va pouvoir maintenir la pension jusqu'à l'âge du taux plein. Donc ça, c'est l'âge du taux plein avant réforme. Maintenant, ça va changer. Alors, pas tout à fait, hein, il n'y a que la dernière colonne qui va changer avec l'entrée en vigueur le 1er septembre. Par contre, l'âge de départ à taux plein, lui, vous le savez, n'a pas changé. Ça reste 67 ans. En fait, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Hein, la limite d'âge et l'âge d'annulation de la décote, et donc l'âge du taux plein, reste 67 ans pour tous les agents. Par contre, le nombre de trimestres, lui, il va augmenter plus rapidement. Je ne l'ai pas modifié encore ici. Bon, donc jusqu'à au taux plein. Par contre, quand j'arrive au taux plein, j'arrête la pension. Alors, cette pension, elle est aussi cumulable avec le chômage, le cas échéant, parce que le fonctionnaire stagiaire licencié pour une aptitude physique, s'il s'inscrit à Pôle emploi, il a droit au chômage. Et ayant droit au chômage, ce chômage va pouvoir se cumuler avec cette pension d'invalidité dans certaines conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué, mais on a la possibilité de cumuler les deux. Donc, vous pourrez être amené et avoir le plaisir de verser une pension d'invalidité et du régime général et de verser aussi le chômage à l'agent avec donc les règles de cumul. Alors, ça, c'est pour la pension d'invalidité. Maintenant, si mon fonctionnaire stagiaire est licencié à l'issue d'un CITIS, eh ben lui, là, il va pouvoir bénéficier non pas d'une ATI, mais d'une rente d'invalidité dans les conditions du régime général. Hein. Donc, lorsqu'il est licencié pour inaptitude qui est liée à un accident, il va pouvoir bénéficier d'une rente et qui sera payée par l'employeur dans les conditions du régime général avec une formule de calcul qui est le salaire utile fois le taux de la rente. Hein, donc, vous pourrez voir dans le document, j'ai mis ce que c'était que le salaire utile, et en fonction que ce soit plus ou moins de 50% d'IPP apprécié, là encore, par le médecin conseil de la sécurité sociale. Et donc, il va être versé par l'employeur, alors soit sous la forme d'un capital si le taux est inférieur à 10%. Comme au régime général, en fait, on va verser une rente d'invalidité comme au régime général. Et si le taux est, donc si c'est inférieur à 10%, j'ai un montant forfaitaire qui est versé en capital. Et si le taux est supérieur à 10%, j'ai une rente qui est versée de manière viagère chaque mois jusqu'à la retraite de l'agent et qui va être versée en fonction de la rémunération de l'agent avec un montant de base, un salaire de référence et un salaire utile. Je ne vais pas rentrer dans le détail. L'ensemble de ces prestations, pension d'invalidité du régime général, plus pension plus rente viagère d'invalidité du régime général versée par l'employeur à un fonctionnaire stagiaire licencié pour une aptitude physique non imputable ou imputable au service, c'est l'employeur qui paye, mais il peut en demander le remboursement à la CNRACL. Donc, il faut demander une fois par an, avec toute une liste de documents qu'on doit communiquer, sur lesquels je ne rentre pas en détail. Il faut demander le remboursement, et donc la CNRACL, il y a un service qui s'occupe de rembourser aux employeurs les sommes qui ont été versées par l'employeur dans l'année. Et donc, il faut faire une demande chaque année de remboursement. Attention, la caisse vérifie quand même que vous n'avez pas versé n'importe quoi et ne vous rembourse généralement qu'au prorata, enfin que ce que l'agent pouvait bénéficier. Il se peut qu'elle vous rembourse moins que ce que vous avez versé parce que eh bien, l'agent n'a pas été, que vous avez versé trop à l'agent. Alors, sur les titulaires, eh ben, avant de lancer, je vais vous faire travailler un petit peu rapidement. Hein. Je copie le lien et je le mets dans l'onglet discussion. Je vous invite à, eh bien,
répondre à ce petit élément qui est facile, hein. Là, c'est pour commencer, puis après, ça sera un peu plus compliqué. Justement, l'objectif étant de faire le lien entre un élément et de l'autre côté, enfin de lier les éléments. Il n'y en a pas beaucoup, je pense que vous allez vous en tirer très très bien. Merci, je vois qu'il y en a certains qui jouent le jeu, c'est gentil. Je vais vous laisser quelques instants pour… Donc, la correction ensemble, hein, donc le congé maladie maximum de 3 ans, c'est le congé de longue maladie, on est d'accord. Le congé maladie maximum de 5 ans, c'est le congé de longue durée, pas de souci. Max 48 heures, bah, c'est le délai maximum pour envoyer, et non recevoir, mais envoyer le certificat médical. Au moins une fois par an, je saute celle d'avant, mais vous allez comprendre pourquoi. Au moins une fois par an, bah, c'est la contre-visite par un médecin agréé, même si le vocabulaire contre-visite m'embête un peu et souvent dans une optique de garder le lien, de retour à l'emploi et de construction avec l'agent, on va plutôt parler de visite de suivi. Je trouve que c'est plus intéressant. Absence d'information d'une absence de domicile supérieure à 2 semaines. En effet, maintenant, hein, ça interrompt la rémunération. Alors, il nous reste l'absence de certificat médical, congé maladie d'office. Donc là, c'est là où on a le moins bon résultat et euh, 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 c'est tout à fait normal parce que c'est une notion qui est quand même assez complexe et qui est, si elle existe pour le CLM d'office, est une création jurisprudentielle du Conseil d'État, d'un arrêt du 8 avril 2013 sur le congé maladie d'office. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est lorsque j'ai un agent qui est manifestement pas en état de servir, je peux le mettre en congé maladie d'office après avoir un rapport du supérieur hiérarchique, bien sûr, et un avis du médecin du travail qui constate une incapacité temporaire à servir, puis saisine euh, du, euh, du médecin agréé et le cas échéant aussi du conseil médical pour savoir si oui ou non l'agent remplit les conditions d'un CL. Donc c'est malheureusement quelque chose que c'est un outil qui est à utiliser avec parcimonie, mais qui se trouve être parfois la seule solution lorsque j'ai un agent qui est dangereux hein, pour lui, ses collègues, ou pour les usagers. Ça peut être utile dans des situations d'addiction chronique qui entraînent des effets hein, sur la situation ou dans des situations d'agents qui refuseraient dans le déni hein, de leur pathologie et qui refuseraient du coup de faire face. Bien. Bon, c'est plutôt rassurant tout ça. Alors, on va revenir un petit peu sur ces différentes notions. Premièrement, les différentes instances médicales. Donc, on a le médecin agréé, on est d'accord, hein, c'est un médecin jeune et dynamique qui est inscrit sur une liste départementale. Il n'y a plus de conditions particulières hein, pour être médecin agréé. Il suffit d'être inscrit sur la liste. Et du coup, le, euh, ce, cette, ce médecin agréé va vraiment être le médecin compétent pour apprécier les conditions de suivi de l'agent. Et alors, apprécier l'aptitude, on va y revenir. Euh, Pas l'aptitude a priori, puisqu'on a une modification là-dessus que vous avez certainement vu. Mais par contre, c'est aussi eux qui vont peupler le conseil médical en formation restreinte et le conseil médical en formation plénière sur la partie médicale de ce conseil médical. Autre personnage, hein, c'est le médecin du travail qui est censé vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste. Normalement, le médecin du travail, il est vraiment plus de les mains dans le cambouis et c'est un véritable en fait, préventeur, plus qu'autre chose, où il va faire le lien entre les éventuelles restrictions de l'agent et les conditions d'exercice de ses fonctions avec un volet qui est en fait un volet santé, sécurité au travail. Autre acteur, je passe assez vite hein, parce que soit vous les connaissez, soit c'est ici c'est que d'avoir
une vue générale. Autre acteur, c'est le conseil médical. Donc, le conseil médical, hein, vous savez, c'est la fusion du comité médical et de la commission de réforme, avec une formation restreinte et une formation plénière. Donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a eu cette création, qui est complètement entrée en vigueur avec justement les, euh, les élections de décembre. Euh, on a quand même des changements importants, hein, sur la question du pilotage. Le conseil médical, il est maintenant piloté par un médecin président. C'est un médecin qui pilote le conseil médical, que ce soit le conseil médical en formation restreinte ou que ce soit le conseil médical en formation plénière. Par contre, en termes de composition, on n'a pas trop de changements et en termes de compétences, pas trop non plus. Le conseil médical reste essentiellement compétent en matière de maladies non imputables au service, donc de raisons de santé non imputables au service, sauf pour l'aptitude. Donc, il est compétent pour donner un avis sur la première période de CLM-CLD, sur les renouvellements après épuisement des droits à plein traitement. Du coup, hein, quand je parle de ça, ça veut dire que c'est non seulement au passage à demi, mais c'est aussi toutes les périodes de renouvellement pendant la période à demi-traitement. La réintégration après CLM-CLD, soit à l'épuisement des droits, donc 3 ans, 5 ans, soit après 1 an de CMO, à l'expiration des droits, soit après un CLM-CLD, lorsque le bénéficiaire exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières. Et là, ça fait 1 an qu'on me pose la question, mais c'est quoi les fonctions qui exigent des conditions de santé particulières? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, l'hospitalière, je ne sais pas. On le sait, pour certains corps, en fait, c'est chaque statut particulier qui va déterminer si oui ou non, ce sont des missions qui exigent des conditions de santé particulières. Donc, il y a on a des statuts particuliers qui sont sortis à l'État. Donc, les douanes, les agents des douanes, les policiers, les pompiers aussi, les sapeurs-pompiers. Par contre, on n'en a pas ailleurs qui sont sortis. Du coup, voilà, on n'a pas encore de règles et on attend ça avec impatience, hein, pour savoir, ça a un impact derrière sur les avis qui seront nécessaires pour la reprise. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas et c'est d'ailleurs la même chose qu'on a sur l'aptitude, puisque le conseil médical en formation restreinte est compétent pour connaître de la contestation d'avis de médecins agréés sur l'admission aux emplois publics. Je vous l'ai dit, le médecin agréé, il est censé apprécier l'aptitude aux emplois du grade, mais cette aptitude aux emplois du grade, il ne l'apprécie que pour l'accès à l'emploi titulaire, que lorsqu'il s'agit d'accéder à des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières. Du coup, la même question se pose, quelles sont les fonctions qui exigent des conditions de santé particulières? J'en sais rien. J'en sais rien tant qu'on n'a pas le décret qui est sorti. Donc aujourd'hui, ai-je encore besoin de faire une visite par un médecin agréé au moment de la mise en stage ou de la titularisation? La réponse est non, il n'y a pas, étant donné qu'on n'a pas de nomination il n'y a pas d'accès à des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières, puisqu'il n'y a pas de conditions de santé particulières. Cependant, s'il n'y a pas besoin aujourd'hui réglementairement d'avis du médecin agréé, par contre, il y a un avis qui est ultra important, c'est l'avis du médecin du travail. L'avis du médecin du travail pour connaître des restrictions et derrière d'aménager en fonction de ces restrictions lorsque c'est nécessaire le poste de l'agent, c'est éminemment important en matière de santé, sécurité au travail. Le médecin agréé est aussi compétent pour l'octroi ou le renouvellement d'un congé pour raison de santé. Il y avait une des questions, hein, un suivi au minimum 1 fois par an. Oui, hein, donc tout ce qui va être suivi, c'est le médecin agréé et les avis du médecin agréé peuvent être contestés devant le conseil médical. De la même manière, sur le temps partiel pour motif thérapeutique, les avis du médecin agréé dans le cadre du temps partiel pour motif thérapeutique peuvent tout à fait être contestés devant le conseil médical en formation restreinte. Donc, on a cet avis euh, une, qui peut être contesté.
Bien. Alors, autre contestation, c'est le suivi de l'agent en CITIS. Souvent, on avait tendance à dire que dans la mesure où on était sur de l'imputabilité, le CITIS était géré par le conseil médical en formation plénière, enfin feu la commission de réforme. Ce n'est pas du tout le cas. On est sur de l'aptitude publique, donc on n'est pas sur de l'imputabilité. Du coup, un agent qui est en CITIS, je fais un suivi par le médecin agréé et ce suivi-là, je peux le contester devant le conseil médical en formation restreinte et non en formation plénière, tout simplement parce qu'on n'est que sur de l'aptitude. Le conseil médical en formation plénière, qui est un organe qui n'est pas purement médical, qui est un organe qui est médico-administratif. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions au conseil médical en formation plénière qui sont aussi bien des questions qui ont un volet médical que des questions qui ont un volet pratique, juridique, administratif. Par exemple, le CMO ou le CLM imputable en cas d'acte de dévouement. Eh ben, certes, il faut bien que j'ai une lésion qui soit ou une pathologie qui soit la conséquence d'un acte de dévouement, mais encore faut-il que j'ai un acte de dévouement. Et les représentants de l'administration et du personnel, ils sont censés débattre sur la notion d'acte de dévouement. Est-ce que le comportement de l'agent est vraiment un acte de dévouement ou au contraire, est-ce que ce n'est pas un acte de dévouement, mais c'est un acte pas de dévouement. De la même manière, est-ce que je suis bien face à un accident de service ou une maladie contractée en service? Et tout ça, ce sont des questions qui sont aussi administratives et pas que médicales. C'est la raison pour laquelle c'est le conseil médical en formation plénière qui donne un avis, un avis, un avis, un avis avec la portée d'un avis, pas un avis conforme. Parce qu'au final, celui qui décide, et je le dis souvent, avec ses tripes, celui qui assume la prise de décision, celui qui ne pourra pas se cacher derrière l'avis d'une instance, qui ne fait que l'aider, l'éclairer dans sa prise de décision, c'est, si vous étiez en présentiel, je vous demanderai de le crier en chœur, l'employeur, c'est l'employeur qui est compétent. Et le fait de se sentir lié par l'avis d'une instance qui ne le lie pas, c'est de l'incompétence négative. Et donc, ça entraîne l'illégalité de la décision. Et de la même manière, le fait de ne pas prendre de décision et de laisser l'agent prendre, enfin de laisser l'agent dans une situation où implicitement il y a une décision consécutive à un avis, c'est aussi une illégalité là fautive. C'est-à-dire que si j'ai un avis du médecin du travail qui me donne des restrictions que je n'arrive pas à mettre en place, c'est à moi de prendre une décision qui doit être une décision motivée, qui doit expliquer la raison pourquoi je n'arrive pas à mettre en place l'aménagement. On a vraiment cette notion de décisionnaire employeur et qui est responsable de la prise de décision. Alors, ces principes généraux sur les acteurs étant vus, quels sont les différents types de congés dont l'agent, de congés pour raison de santé, dont l'agent peut bénéficier? Premièrement, le congé entre guillemets ordinaire de maladie. C'est vrai que dans le texte, ce n'est pas marqué ordinaire, congé maladie. On va parler d'ordinaire tout simplement pour le faire une différence avec le congé de longue maladie ou le congé de longue durée. Alors déjà, donc on a ces trois congés, congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée. On peut mettre ensemble, quelque part, le CMO et le CLM et un petit peu de côté de CLD. Pourquoi? Parce que le congé maladie et le congé de longue maladie obéissent à une question de durée. Je peux avoir d'affilée des congés de maladie pour des pathologies différentes, ou je peux avoir plusieurs congés de longue maladie pour des pathologies différentes au terme de ma carrière, sous réserve que je remplisse les conditions de délai. Par contre, le CLD, lui, il est octroyé sur toute la carrière. J'ai le droit à un CLD par type de pathologie sur toute la carrière et je ne peux pas avoir plusieurs CLD au titre de la même pathologie au cours de la carrière, ce qui fait que je peux continuer un droit que j'ai commencé. C'est déjà une différence importante entre ces deux types de congés, donc congé maladie et congé longue maladie d'un côté, congé de longue durée de l'autre. Pour avoir le droit à un congé maladie, quel qu'il soit, il y a quelques conditions à remplir. Premièrement, il faut être en position d'activité. Je vous le rappelle, on a 4 positions statutaires du fonctionnaire: l'activité, le détachement,
la disponibilité et le congé parental. 4 positions statutaires. 4 positions statutaires, et pour avoir le droit à un congé maladie, il faut être en position d'activité. C'est-à-dire un agent en dispo d'office ou en dispo, il n'a pas le droit à un congé maladie statutaire. Un agent en congé parental, il n'a pas le droit à un congé maladie statutaire. Un agent en détachement, ça dépend, hein, puisque en tant que fonctionnaire détaché, il va avoir les droits qui sont liés à son emploi de détachement. Donc, en fonction d'où il est détaché, s'il est détaché sur contrat ou s'il est détaché sur corps de fonctionnaire, il va bénéficier de la protection sociale de son emploi d'accueil. Donc, être en position d'activité. Deuxièmement, justifier de l'arrêt de travail. C'est là où on a les 48 heures, qui était une des questions. L'agent, pour avoir le droit à un congé maladie, normalement, il doit justifier de son absence en transmettant un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, qui n'est pas obligatoirement un CERFA. Hein, le CERFA n'est pas quelque chose qui est obligatoire pour les fonctionnaires. On peut tout à fait avoir un certificat, une ordonnance prescrivant un arrêt à partir du moment où on est clair sur le numéro d'ordre du médecin, qu'on a une identification du médecin et que on a comment dire, on a une identification de l'arrêt et de l'agent qui est malade. 48 heures à la date de l'envoi, 48 heures à la date de l'envoi, mais pas à la date de réception. Alors, que se passe-t-il si je suis en retard? Vous le savez sûrement, théoriquement, je devrais écrire à l'agent en disant « Vous êtes en retard. Vous pouvez eh bien, vous voir infliger une diminution de moitié de votre rémunération si vous êtes à nouveau en retard dans les 2 heures. » C'est aussi une faute, hein, et si c'est répétitif, il peut y avoir une sanction disciplinaire. En plus, hein, il faut faire la différence entre le fait d'envoyer pour justifier une absence et de l'autre côté, le fait, dans l'obligation de loyauté, d'informer son employeur de son absence par tout moyen, quelle que soit d'ailleurs la raison de son absence. Autre obligation, se soumettre au contrôle et aux contre-visites de l'employeur. Donc, je suis obligé d'aller chez le médecin agréé lorsque je suis convoqué. Si jamais je ne me rends pas à une contre-visite, c'était une des questions posées, eh bien, on peut suspendre la rémunération de l'agent. Voire même, hein, on a de la jurisprudence là-dessus, qui date de principe de 2015, voire même aller vers une procédure d'abandon de poste. Donc, je convoque, alors ça veut dire hein, que je fais les choses clairement, avec une convocation en rare de l'agent chez un médecin agréé, puis l'agent n'y va pas. Et le médecin agréé vous dit, voilà, l'agent n'est pas venu, eh bien, vous pouvez tout à fait engager la procédure d'abandon de poste, écrire à l'agent en disant, coucou, le médecin agréé chez qui tu étais convoqué tel jour, telle heure m'indique que vous n'êtes pas rendu, par la présente, je vous mets en demeure de vous rendre tel jour, telle heure chez le médecin agréé. Et le cas échéant, eh bien, prononcer, si l'agent ne se rend pas à cette visite, un licenciement pour abandon de poste sans les garanties de la procédure disciplinaire, bien entendu en ayant été clair sur le process et sur le courrier de mise en demeure. Autre obligation, c'est respecter les prescriptions médicales. Alors ça, théoriquement, le médecin agréé qui fait une visite de l'agent, eh bien, il serait censé vérifier si il se soigne. Ne pas exercer d'activité non autorisée. Ne pas exercer d'activité non autorisée, d'activité professionnelle ou autre. Hein. On a une jurisprudence, par exemple, que j'aime bien, où c'est un agent qui a été sanctionné parce que pendant un congé maladie, il a fait une compétition de parapente. Et le juge a considéré que c'était un manque de loyauté vis-à-vis de l'employeur et donc l'employeur a sanctionné l'agent et le juge a validé la sanction. Et donc, une des questions, et ça c'est une nouveauté, c'est la notification des changements d'adresse pour toute absence supérieure à 2 semaines, en précisant les dates et lieux de séjour, justement le cas échéant pour faire des visites dans le lieu dans lequel l'agent aurait son déplacement. Alors, ce congé de maladie, hein, c'est donc l'agent il est placé de plein droit dès le certificat médical.
on doit lui payer. On a eu une jurisprudence récente, là, assez intéressante, du Conseil d'État sur la situation d'agent pendant la période de grève où le Conseil d'État en référé a considéré que on pourrait, de manière exceptionnelle, refuser un congé maladie lorsqu'il apparaît manifestement que ce congé maladie est fait pour justifier une période de grève. C'est intéressant parce que ça va mettre en place, ça me semble un peu compliqué, mais c'est existant et comme quoi le juge regarde quand même les choses d'un point de vue pratique. Bon, sinon 3 mois à plein traitement, 9 mois et demi avec la fameuse période de référence mobile qui s'apprécie pour chaque jour d'arrêt sur l'année précédente. Donc avec des jours à plein, des jours à demi, on regarde si j'ai 90 jours à plein ou pas, pour savoir si je suis à demi ou pas, avec des possibilités du coup d'avoir des congés qui sont en partie à plein, puis à demi, puis à plein, et qui naviguent comme ça en fonction de la période de référence mobile. Alors, le fameux jour de carence. Donc, le jour de carence qui va s'appliquer pour le premier jour avec quelques exceptions. Premièrement, les causes exceptionnelles. Deuxièmement, les prolongations de l'arrêt dans les 48 heures. Pas pour le CLM-CLD, ni pour le CITIS. Exception aussi, pas de jour de carence dans le cadre de l'affection de longue durée. Pas non plus de jour de carence dans le cadre d'un congé maternité. Et aussi dans le cadre de congés maladie accordés après la déclaration de grossesse, quand bien même ça ne soit pas lié à l'état de grossesse. Dès que mon agent a fait une déclaration de grossesse, les périodes, la journée de carence pour des congés maladie postérieurs ne s'appliquent pas, même si ce n'est pas de l'ALD, même si ce n'est pas une prolongation, même si ce n'est pas du CLM ou du CL. Alors, la rémunération de l'agent, bon, en pratique, c'est TIB, NBI, IR, SFT, les primes et les éventuelles indemnités compensatrices. Et à demi-traitement, donc c'est la moitié, sauf de l'IR et du SFT. Et mon agent va pouvoir bénéficier de cette rémunération-là, parce que généralement, il n'y a pas trop de soucis, avec un éventuel complètement CGO. Donc, le congé maladie dure tant qu'il y a un certificat médical. Ce qu'il y a, c'est que, bon, il faudrait que j'ai une visite d'un médecin agréé au moins une fois par an. Hein. On n'a plus de visite chez le conseil médical. On n'a pas de visite pour une reprise avant 12 mois de congé. Par contre, pour la prolongation du congé au-delà de 6 mois, normalement, il faudrait l'avis du médecin agréé qu'on peut contester devant le conseil médical, mais bien entendu, il n'y a plus d'avis du conseil médical depuis à peu près 1 an. Et par contre, après 12 mois, eh bien, mon agent doit recueillir l'avis du conseil médical pour une reprise. Donc, soit j'ai un avis favorable sur un poste aménagé, voire en temps partiel pour motif thérapeutique, soit j'ai un avis défavorable parce que mon agent est inapte à ses fonctions, il faut se poser une question de reclassement, soit parce qu'il est inapte temporaire à toute fonction, dans ce cas-là, je vais le mettre en disponibilité d'office, soit qu'il est inapte définitif à toute fonction ou inapte définitive à ses fonctions et que vous n'arrivez pas à le reclasser. Du coup, là, on va le radier des cadres pour invalidité. Alors, la question qui se pose aussi là-dessus, c'est qu'est-ce que je fais de l'agent dans l'attente de la mise en œuvre de l'avis du conseil médical ou tout simplement dans l'attente de l'avis du conseil médical. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait du retard dans l'avis du conseil médical, que mon agent ait eu 12 mois de congé maladie et que je n'ai pas encore l'avis du conseil médical pour la reprise. La réglementation, elle nous dit en termes de rémunération, maintien d'un demi-traitement jusqu'à la décision statutaire de régularisation. Donc, c'est maintien d'un traitement. Par contre, qu'en est-il de la position statutaire? Et là, jusqu'à présent, depuis 2004, on avait une jurisprudence de principe du Conseil d'État qui nous disait qu'on va mettre l'agent en dispo d'office de manière transitoire et provisoire.
Mais on a quelques arrêts récents de cours administratifs d'appel qui font un petit peu les rebelles, entre guillemets, et qui disent qu'on va maintenir l'agent en congé maladie au-delà de ses droits. J'adhère pas à cette position, après c'est que mon point de vue, surtout qu'elle est contraire aux jurisprudences du Conseil d'État, qui est plutôt dans la notion de dispo. Maintenant, le simple fait de mettre du temps dans la décision de reprise, que ce soit de votre fait ou que ce soit du fait des instances qui mettent du temps pour donner des avis, eh bien, ça, c'est une faute, hein, une faute de l'employeur qui peut engager sa responsabilité fautive, même si ce n'est pas vous qui êtes coupable, hein. Responsable, mais pas coupable. Et donc, vous pourrez tout à fait comment dire, se retrouver à avoir une demande de dommages et intérêts parce qu'on a mis du temps pour faire reprendre l'agent ou le mettre à temps partiel pour motif thérapeutique. Deuxième type de congé, le congé de longue maladie. Donc, comment ça marche et quelles sont les conditions et quelle est, de manière générale, la procédure pour l'octroi d'un congé de longue maladie. Déjà, aujourd'hui, pour avoir le droit à un congé de longue maladie, il faut une pathologie particulièrement invalidante, nécessitant du soin constant et d'une gravité confirmée. On a nécessairement l'avis du conseil médical et on a une liste de pathologies, mais qui n'est plus exhaustive depuis 2008. Ça commence à faire quelques années. Donc, si j'ai une pathologie particulièrement invalidante, nécessitant des soins constants et d'une gravité confirmée, après avis du conseil médical, l'employeur peut octroyer un congé de longue maladie. Alors, quelle est la procédure à appliquer dans ce cadre-là? Donc, d'abord, généralement, c'est à la demande de l'agent et l'agent va demander à son employeur le bénéfice d'un congé de longue maladie avec un certificat médical de son médecin traitant. Puis, l'employeur, il faut qu'il réponde à l'agent et à son médecin que il faut que le médecin traitant adresse ses observations au conseil médical avec les pièces justifiant que je suis face à une pathologie particulièrement invalidante, nécessitant des soins constants et d'une gravité confirmée. Et l'employeur saisit parallèlement le conseil médical départemental et envoie au conseil médical les éléments concernant l'agent, les différents types de congés qu'il a eu, les décisions qu'il a eues. Et donc, le conseil médical va se prononcer. Vous remarquez ici que dans ce process, il n'y a pas d'avis de médecin agréé. Il n'y a plus de saisine obligatoire du médecin agréé pour l'octroi d'un congé de longue maladie. C'est le conseil médical qui est seul juge s'il l'estime nécessaire parce qu'il n'aurait pas les éléments médicaux suffisants de faire une contre-visite médicale par un médecin agréé, mais il n'y a aucune obligation. Et il va donner un avis qui doit être motivé à l'employeur qui va pouvoir prendre une décision. Donc ça, c'est la procédure initiale. Une décision qui est sur une période qui dépend de la demande de l'agent. Donc, c'est octroyé aujourd'hui pour période de 3 à 6 mois, renouvelable, hein, donc tous les 3 à 6 mois. La question qui se pose régulièrement, donc je prends une décision administrative, est-ce que l'agent doit continuer à transmettre des certificats médicaux? Non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, il a quand même la possibilité de reprendre avant. Il peut transmettre un certificat d'aptitude à la reprise de son médecin traitant avant la période de 6 mois qui est octroyée. Mais à partir du moment où j'ai une décision qui octroie une période de CLM pour 6 mois, c'est une décision créatrice de droit dont la réalité et la continuité juridique n'est pas conditionnée par le fait que l'agent transmette régulièrement des certificats médicaux. Qu'en tout état de cause, il a déjà transmis initialement pour l'octroi du congé de longue maladie. Donc, il n'y a pas d'obligation, même s'il y a des employeurs qui le demandent, ne serait-ce pour garder un lien avec l'agent. Mais en tout cas, ce n'est pas une condition pour avoir le droit
Le CLM est octroyé pour des périodes de 3 à 6 mois. Et l'agent, normalement, 1 mois avant le terme, il doit demander à l'employeur un renouvellement avec la même procédure. La différence étant qu'il n'y a pas besoin de l'avis du conseil médical. Tant qu'on est sur une période à plein traitement, je n'ai pas besoin de l'avis du conseil médical et on va avoir des renouvellements dans la période d'une année avec une visite par un médecin agréé au moins 1 fois par an. Alors, dans les faits, en fait, ça a peu d'effet parce que le temps d'avoir l'avis du conseil médical, il y a de grandes chances que mon agent, ça fasse déjà un moment qu'il est en congé maladie. Donc, effet rétroactif du CMO au début du congé maladie si c'est la même pathologie. Et donc, on a déjà un an de passé au moment où mon agent va passer à demi-traitement, puisque sur la période à demi-traitement, eh bien là, il faut l'avis du conseil médical, donc avec les mêmes procédures sur le passage à demi-traitement. Donc, l'agent fait sa demande de renouvellement à l'employeur avec son médecin traitant. Le médecin traitant qui a pris l'habitude envoie à la directe les éléments médicaux. L'employeur envoie les éléments administratifs en sa possession. Le conseil médical peut éventuellement faire une contre-visite, mais ce n'est pas obligatoire. Avis motivé, décision pour une période de 3 à 6 mois et ainsi de suite pour toutes les périodes de renouvellement à demi-traitement jusqu'à ce que mon agent ait épuisé sa période de CLM qui est de 3 ans, 1 an à plein et 2 ans à demi-traitement. Alors, la question qui se pose souvent, c'est comment je mets en œuvre le CLM fractionné. En fait, le CLM fractionné, justement, c'est ce qu'on attend avec impatience. L'ordonnance santé famille de 2020 prévoit la création réglementaire, puisqu'aujourd'hui, réglementairement, ça n'existe pas, du congé de longue maladie fractionné en jours. Donc, en disant que sur une certaine période, mon agent, il va avoir des périodes par exemple, 3 jours, une semaine, 3 jours d'activité et 2 jours de congé de longue maladie, rémunéré en congé de longue maladie en fonction du plein ou du demi en fonction des droits restants. Donc, l'ordonnance prévoit d'organiser ça réglementairement parlant, puisqu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Et en effet, c'est bien dommage comme outil de reprise. Se posera la question de l'articulation de ce CLM fractionné et de ce temps partiel pour motif thérapeutique. Euh, et euh, cette question-là, je ne sais pas comment elle sera réglée, mais j'espère qu'elle sera réglementairement parlant, mais je vois mal le fait d'articuler les deux. L'objet quand même d'un agent qui aurait un CLM fractionné, c'est un petit peu comme l'ALD fractionné au régime général, c'est de dire que j'ai quelqu'un qui peut continuer à travailler malgré la pathologie, mais que il ne peut pas travailler à temps plein. Voilà, grosso modo. Alors que le temps partiel pour motif thérapeutique, c'est du retour à l'emploi. C'est une différence de logique, mais en tout état de cause, il faudra réfléchir à tout ça pour bien articuler ces différents dispositifs et permettre d'éviter les mélanges des genres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà. Alors, pour répondre, aujourd'hui, si vous appliquez quand même le CLM fractionné, qui est pas prévu, qui est stipulé dans la circulaire du 30 janvier 84 sur la protection sociale dans la fonction publique, et si vous le faites, ben, ça apparaît bien ça du temps partiel pour motif thérapeutique, c'est-à-dire que soit c'est CLM fractionné, soit c'est temps partiel pour motif thérapeutique, mais ce n'est pas les deux. Et pour éviter de mélanger ça. Sur la réouverture du droit à CLM, donc si mon agent a une reprise d'activité, alors quand on parle de reprise d'activité, c'est une reprise effective d'affectivité. Ce n'est pas du service effectif, donc vraiment il est au boulot. Eh bien, s'il reprend pendant 1 an en continu, ou s'il a repris pendant 3 ans
pendant un an, pardon, sur une période de 4 mois, mon agent se recrée un droit à CLM. Alors, voilà ce que ça donne. J'ai un agent qui a un CLM de 3 ans, il reprend un an, il se recrée un droit. J'ai un agent qui a un CLM d'un an, il reprend 2 mois, il s'arrête 6 mois, il reprend un an. Eh bien, il a repris un an, il s'est reconstitué des droits. Et puis, troisième cas, j'ai un agent qui a un CLM, qui reprend 3 mois, qui a un CLM, qui reprend 9 mois. Il n'a pas repris un an d'affilée. Il a repris un an, mais pas d'affilée. Du coup, dans ce cas-là, il a d'abord l'épuisement des droits à un CLM restant, donc les 2 ans. Et à ce moment-là, l'épuisement de ses droits, comme il a repris un an sur les 4, eh bien, il a un nouveau droit, un CLM, y compris pour la même pathologie. Et c'est ça qui fait la différence avec le CLD, c'est que le CLM est octroyé par durée et non par pathologie, ce qui n'est pas le cas du CLD qui, lui, est octroyé par pathologie. Alors, en termes de rémunération, là-dessus, les pratiques qui se font, c'est le fait de verser les primes. Là, vous le voyez dans le schéma que je fais ici. Enfin, je dis qu'en termes de rémunération, bon, NBI est maintenu sauf si l'agent est remplacé. Et la prime, j'ai barré. En effet, on ne devrait verser à l'agent que les primes qui ne sont pas liées à l'exercice effectif des fonctions. Or, quasiment toutes les primes sont liées à l'exercice effectif des fonctions. Donc, du coup, on aurait une suppression des primes. Dans la logique d'ailleurs de ce qui se fait à l'État. À l'État et à la territoriale, on a un décret spécifique là-dessus qui nous dit bien que les primes et indemnités sont supprimées pendant un congé de longue maladie. Maintenant, les pratiques sont très, très différentes d'un employeur à l'autre, même si en droit, normalement, je devrais, comme vous le disiez, supprimer ces primes. Alors, autre type de congé pour raison de santé, c'est le congé de longue durée. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est que ce congé de longue durée? Donc là, contrairement aux autres, c'est un congé qui est octroyé en fonction de la nature de la pathologie. Donc, on a 5 grands types de pathologies: tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, déficitaire immunitaire et acquis, avec la spécificité d'avoir le droit à un CLD pour pathologie sur toute la carrière, rémunéré 3 ans à plein, 2 ans à demi-traitement. Et aussi avec le fait que si j'ai un CLM qui est octroyé et que derrière, j'ai un CLD qui est octroyé au titre de la pathologie ayant ouvert droit au CLM, eh bien, la période de CLM octroyée va être remplacée par la période de CLD avec, malgré tout, une possibilité pour l'agent de pouvoir demander à rester en congé de longue maladie. Par contre, ce choix est irrévocable. Il ne peut pas après changer d'avis, du coup, c'est moins long, mais ça lui donnera la possibilité de se recréer un droit à congé de longue maladie si d'aventure il reprend pendant au moins un an ses fonctions. Donc, c'est la possibilité de rester avec des possibilités de reprendre d'abord à nouveau un CLM, alors que si je commence un CLD, ce CLD commencé, eh ben, je l'ai, entre guillemets, déjà grignoté pour le reste de ma carrière. Si j'ai un cancer à 30 ans du lobe de l'oreille et que j'ai un CLD de 2 ans et que plus tard j'ai un cancer du petit doigt 20 ans plus tard, eh ben, déjà c'est d'emblée un CLD, ce ne sera pas un CLM. Et je vais devoir aussi ne pouvoir bénéficier, je ne vais bénéficier que de 3 ans, puisque j'ai déjà 2 ans qui ont été utilisés. Avec donc des conditions de rémunération similaires à celles du CLM. Simplement, on supprime la NBI et il y a toujours, pareil, la question des primes et avec une procédure qui est la même que pour le CLM en cas d'octroi initial et en termes de renouvellement. Comme je vous le disais, la date d'effet du CLD, c'est la date du début du congé de maladie accordé à l'agent. Donc, le mieux, c'est un petit exemple. J'ai un agent qui a un CLM, puis un CMO, puis un CLM de 6 mois au titre d'un cancer bronchopulmonaire. Il reprend 3 mois. Il a un CLM de 6 mois à plein traitement au titre d'un cancer. Donc, il arrive à la fin de la période à plein traitement de CLM. Donc, il va passer à demi. Il fait une demande de CLD.
le conseil médical dit oui, CLD pour le cancer. Ce qui va se passer, c'est que les périodes de CLM qui ont été octroyées vont être reprises et remplacées par des périodes de CLD au titre du cancer. Et mon agent va avoir son CLD jusqu'à sa reprise. Si c'est une reprise en cours de congé, je n'ai pas besoin d'avoir l'avis du conseil médical. Par contre, si j'ai une reprise au terme du congé, je dois, donc après 5 ans de CLD, je dois avoir l'avis du conseil médical. Alors, autre congé pour raison de santé, c'est le CITIS. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble du CITIS, mais simplement pour vous rappeler là, le congé en tant que tel. Donc, le CITIS, c'est le congé pour invalidité temporaire imputable au service qui est octroyé après avis, après décision de l'employeur qui a reconnu l'imputabilité au service des conséquences d'un accident de trajet, d'une maladie contractée en service. On ne va pas revenir sur cette notion d'imputabilité qui est passionnante, mais qui nécessiterait beaucoup de temps. Et donc, mon agent qui a eu un accident de service, un accident un accident de trajet, pour la définition ici, ou qui a une maladie professionnelle, qui remplit les conditions du tableau, et dans ce cas, il y a présomption, ou qui ne remplit pas les conditions du tableau, dans ce cas-là, il faut un lien avec le service, ou qui est hors tableau, et dans ce cas-là, il faut au moins 25% d'IPP et qui a un lien direct et essentiel avec le service. Donc là, c'est toute la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service, de la pathologie et de la la pathologie et ou de la lésion, donc toute cette procédure et la décision finale de l'employeur. Et bien, dans ce cas-là, chaque fois qu'il y aura une incapacité temporaire de travail qui est liée à la lésion reconnue imputable, eh bien, il y aura un congé imputable. Donc, ici, un résumé de la procédure avec la saisine du conseil médical en formation plénière obligatoire avant tout refus de reconnaissance. Ça, j'espère que vous l'avez bien en tête. Et donc, après reconnaissance ou refus de reconnaissance. Et s'il y a reconnaissance, l'éventuel congé qui est accordé sera transformé en CITIS. Donc, si je reprends l'exemple de mon cancer, j'ai un agent qui a un CMO puis un CLM. Au bout d'un an de CLM, il a un CLD. Et là, dans les 2 ans, il fait une demande de reconnaissance de la maladie contractée en service. Il est dans le délai, puisqu'il a 2 ans à compter du moment où il a connaissance de la pathologie. L'employeur reconnaît. Et ce qui va se passer, c'est l'enchaînement suivant. Dans un premier temps, mon agent il a un CLD, comme tout à l'heure, mais dans un deuxième temps, eh bien, la période de congé de longue durée va être remplacée par une période de CITIS. On va revenir au terme de cette période et remplacer les périodes de CLD par une période de CITIS. Alors, petit rappel, même si c'est vraiment pas compliqué, sur les congés liés à l'accueil de l'enfant. Donc, on est maintenant dans un renvoi direct au code de la sécurité sociale sur les durées. Donc, on a pour les personnes enceintes le congé pré- et post-natal. On a la durée totale du congé, donc premier, deuxième enfant, 16 semaines, troisième enfant, 26 semaines, avec la grossesse pathologique, 2 semaines avant le début du congé, et puis 4 semaines après le congé postnatal. Donc, il n'y a pas de changement particulier par rapport à ça. Les congés de naissance aussi, donc là, pour les personnes qui ne sont pas en congé maternité, bien sûr. Donc, pour le parent 2 ou le père, congé de naissance 3 jours, puis congé
de paternité, d'accueil de l'enfant en fonction, c'est par en deux en fait. Donc maintenant, depuis un peu plus d'1 an, vous le savez, j'ai 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance. Donc j'ai mon enfant qui naît, j'ai mes 3 jours de congé de naissance, puis derrière j'ai 4 jours consécutifs et ensuite j'ai 21 jours pardon, calendaires que je pourrais fractionner en 2 périodes de 5 jours minimum, que je dois prendre dans les 6 mois, suivant la naissance, heu et puis, le congé d'adoption. Donc, 16, 18 ou 22 semaines, en fonction du nombre, d'enfants déjà adoptés, ou, déjà. Alors, petit point parce que j'ai souvent la notion, sur, la question de l'articulation entre la protection sociale, les congés annuels et les, alors comment ça s'articule, ces congés annuels et RTT? Bon, déjà, on est bien d'accord qu'on certes, on a eu, un débat, heu, pendant quelques années sur l'impact, la nature des RTT et sur les congés annuels. C'est vrai que les fonctionnaires et les agents publics de plus largement, pour les contractuels qui sont en congé rémunéré, pour les fonctionnaires qui sont en congé maladie, ils acquièrent, des CA pendant un congé maladie. C'est dans le décret 2002-8, c'est dans le décret, pardon, 2002-9, pour le versant, hospitalier, il y a pas de débat, donc j'acquiers. Maintenant, il y a la question de la possibilité de les prendre puisque pour avoir le droit, à un congé, maladie, faut être apte. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de réponse législative et réglementaire à cette question-là. Par contre, on a pléthore de jurisprudence. On a pléthore de jurisprudence, je vous ai mis les principales ici, avec tout ce qui est la question de la possibilité de pouvoir utiliser des congés annuels acquis pendant une période de congé maladie, au-delà de la période d'utilisation de ces congés normales, avec ce qu'on appelle, alors que ce n'est pas tellement le cas, mais ce qu'on appelle le report. Donc, imaginons que j'ai un agent qui est malade toute l'année, il ne peut pas utiliser les congés annuels qu'il a acquis cette année-là pendant l'année. Par contre, il pourrait les utiliser, pendant une période de report de 15 mois supplémentaires, donc jusqu'au 31 mars de l'année N+2 de l'année d'acquisition des congés annuels. Et dans ce cadre-là, il pourrait bénéficier des congés annuels qu'il a acquis et qu'il n'a pas pu utiliser. Cependant, ce report est limité au droit au report, de l'Union européenne, c'est-à-dire un report de 20 jours. Donc, je peux reporter pour une durée maximum de 20 jours, les congés annuels que j'ai pas pu utiliser et sur une période maximum de 15 mois. Voilà, donc c'est 20 jours sur une période d'utilisation rallongée de 15 mois. On en est là dans l'attente d'avoir une réglementation sur la question. En ce qui concerne les RTT, c'est beaucoup plus clair. On a un arrêt de principe du 27 février 2013 qui est venu mettre un terme à des débats sur l'acquisition des congés et des RTT pendant un congé annuel. La période, on acquiert des RTT lorsque je suis à la disposition de mon employeur sans pouvoir vaquer à mes occupations personnelles, ce qui n'est pas le cas de l'agent qui est en congé maladie, donc il n'acquiert pas de RTT, y compris pendant un congé maternité. On a plusieurs jurisprudences, j'en ai mis une, mais il y en a d'autres qui sont sorties, y compris pendant un congé maternité. L'agent en congé maternité, paternité d'accueil d'un enfant, eh bien, n'acquiert pas de RTT parce que tout simplement, eh bien, il n'est pas à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Alors, dernier petit point, la protection sociale complémentaire. Donc, la protection sociale complémentaire, déjà l'architecture juridique et où est-ce qu'on en est? Donc, l'introduction d'une protection sociale complémentaire obligatoire, c'est faite par l'ordonnance du 17 février 2021, en application de la loi de transformation, qui a été codifiée, aux articles L827-1 et suivants du Code général de la fonction publique. Cette ordonnance et ce code prévoient la possibilité d'utiliser la négociation pour la mise en œuvre de la complémentaire santé. Et c'est ce qui a été fait à l'état.
on a un accord interministériel du 26 janvier 2022 qui a accouché d'un décret d'application de la protection sociale complémentaire du 22 avril 2022 et d'un arrêté du 30 mai qui nous donne les éléments de remboursement. Cette entrée en vigueur, tous les employeurs de l'État est censée être en 2024, elle sera très certainement repoussée. À la territoriale, on en est à la même idée. À l'hospitalière. À l'hospitalière, l'accord est en cours de négociation. L'accord est en cours de négociation au niveau national et c'est à la suite de cet accord qu'on aura le décret pour une entrée en vigueur dans le versant hospitalier le 1er janvier 2026. Cette entrée en vigueur n'empêchera pas non plus parallèlement la signature de négociations collectives locales. Notamment, je vais y revenir pour parler de prévoyance. Parce que ce qui est obligatoire et ce qui sera obligatoire, c'est la mutuelle. Mais ce ne sera pas nécessairement la prévoyance. C'est du vocabulaire que je vais clarifier dans quelques instants. En tout état de cause, il vous faudra faire une procédure de marché public pour négocier un contrat collectif, comme les employeurs privés, donc auprès de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou d'entreprises d'assurance, et dans les conditions du marché public. Donc, l'idée étant d'avoir des cotisations et derrière d'avoir la prise en charge des prestations en espèces supplémentaires à la sécurité sociale, voire le paiement de rémunération derrière. Donc, tout ça pour une entrée en vigueur théorique au 1er janvier 2026 dans les établissements relevant du versant hospitalier. Alors, quelles sont les garanties concernées? Les garanties qui seront obligatoires, c'est tout ce qui est frais. Tout ce qui est frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, qui ne sont pas déjà pris en charge par la Sécu. Alors, notamment pour l'accident, l'employeur public, vous le savez, pour les fonctionnaires, l'agent il a le droit à la prise en charge des frais directement entraînés par les conséquences de l'accident. Donc, il y a peu de chances que la complémentaire vienne jouer un rôle. Mais bon. Donc, par exemple, l'arrêté du 30 mars 2022 de la fonction publique d'État, c'est un gros tableau avec comme une offre, je ne sais pas si vous avez une mutuelle personnelle, mais si vous avez une mutuelle personnelle, vous avez une notice. Et dans cette notice, vous avez les taux de remboursement avec généralement une base sécurité sociale et qui vous donne un pourcentage de la base sécurité sociale. Là, c'est la même chose. C'est le minimum que je vais devoir déjà négocier en local si je fais une négociation et en tout état de cause que je vais mettre dans mon marché public avec les différents prestataires, ce sera ce pourcentage-là. Donc, ici, j'ai un exemple, 150 ou 130% pour de l'ophtalmo, du praticien Optam. Sur le court séjour, c'est du forfaitaire, donc 50 € par nuit, c'est le minimum que je dois négocier. Et sur, par exemple, l'ostéopathie, c'est 2 séances par an, dans la limite de 40 € ce qui sera obligatoire, c'est quelque chose qui se rapproche de ça. Ça, c'est l'État, on s'entend, arrêté du 30 mars. Il y a de grandes chances que ce soit la même chose dans le versant hospitalier. Et une protection facultative que du coup, je peux négocier sur ce qu'on appelle la prévoyance, c'est-à-dire le maintien de rémunération à 100% lorsque j'ai une perte de rémunération consécutive à de la maladie, de l'invalidité, de l'inaptitude ou du décès, ce qui posera la question du CGES aussi. Donc, c'est quand même une modification structurelle à se poser si d'aventure je mets en œuvre au-delà de la mutuelle, c'est-à-dire prise en charge des prestations en espèces, sur les prestations, des prestations en nature, sur la prise en charge des prestations en espèces qu'il faudra échanger et négocier. Alors, quels seront les bénéficiaires? En fait, on retrouve les règles traditionnelles de ce qui existe dans le privé. Déjà, ce seront les actifs, donc les fonctionnaires, les contractuels, peut-être les praticiens, même très certainement les praticiens, y compris bénéficiaires d'un congé parental, d'une dispo pour raison de santé, d'un congé maternité, de proche aidant, de solennité familiale ou de formation professionnelle. Tous ces agents-là, ils auront une adhésion obligatoire, sauf exception, de la même manière que les exceptions arrivent dans le privé, c'est-à-dire si j'ai déjà une affiliation.
chez un autre régime. Seront aussi potentiellement bénéficiaires les bénéficiaires retraités, donc ceux qui étaient déjà bénéficiaires au moment de la cessation d'activité, ou ceux qui ont une pension de retraite, sous réserve de faire la demande dans le délai d'1 an suivant la cessation. Donc, on continue à cotiser. Ce sera une adhésion facultative, mais c'est possible. Et enfin, les ayants droit. C'est une règle tradie de la PSC du privé. Donc, le conjoint non séparé de corps, le pacsé, le concubin, l'enfant, jusqu'à 21 ans ou moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite d'études, ou reconnu handicapé par la commission départementale du handicap. Là aussi, on a une adhésion facultative. Alors, l'intérêt de la PSC, c'est une prise en charge en partie de la cotisation employeur. Je ne vais pas rentrer dans le calcul, mais j'ai des règles de calcul traditionnelles en fonction du risque, en fonction des coûts déjà payés, et derrière, une participation employeur qui serait a priori de 50% du coût, l'autre ayant une partie forfaitaire et une partie de pourcentage en fonction du revenu de l'agent. Bref, rien de folichon par rapport à ce qui existe déjà dans le privé. Peut-être que vous connaissez déjà avec vos conjoints ou à titre personnel si vous avez pris une, euh, une assurance perso. Ce qui nous amène au bout de ce petit panorama général de la protection sociale des fonctionnaires. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici.